Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et on commence avec l'actualité du jour sur le continent africain avec évidemment l'Afrique du Sud. On est tous suspendus évidemment aux dernières nouvelles sur l'état de santé de Nelson Mandela. Nelson Mandela passe sa 5e nuit à la Médiclinique de Pretoria et c'est le président sud-africain qui a donné en personne de ses nouvelles. Son état de santé est très sérieux, a dit Jacob Zuma, qui reste confiant. On l'écoute. Lundi, j'ai rencontré l'équipe de médecins qui le soignent. Ils m'ont donné un exposé très complet. Et vraiment, j'ai confiance. Ils savent ce qu'ils font et ils font un très bon travail. Sa situation est très grave, mais elle s'est stabilisée. Nous prions tous pour lui, pour qu'il récupère rapidement. Nous avons besoin de lui auprès de nous. Je suis sûr, le connaissant, que c'est un bon combattant et qu'il sera avec nous très bientôt. On passe à présent au Mali, Sonia, avec évidemment toujours ce point d'interrogation sur la tenue d'élections le 28 juillet. C'est la date que souhaitent un certain nombre de pays, parmi lesquels la France. Et il n'y a toujours pas d'accord ce soir entre le régime malien et les rebelles Touaregs. Le président burkinabé avait accordé une journée de plus aux représentants des Touaregs et du régime malien pour qu'ils présentent le projet d'accord à leur base, respectivement Kidal et Bamako. On apprend ce soir que les autorités maliennes réclament des amendements sans préciser lesquels. Le chef de la délégation malienne retournera demain à Ouagadougou, selon nos informations. De leur côté, les Touaregs du MNLA seraient prêts à signer le document. Dans le reste de l'actualité africaine, ce n'est des images chocs, elles nous viennent du Kenya. Rassurez-vous, le cochon que vous allez voir sur ces images est faux, mais tout de même, ces manifestants kenyans ont marqué les esprits. Ils ont manifesté devant le Parlement de Nairobi contre leurs députés qu'ils disent avides comme des cochons. Ces derniers, à peine élus, ont voté pour augmenter leur salaire à 7 500 € contre l'avis de la Commission nationale des salaires. C'est un des grands patrons du Cameroun. Ya Mohamed, directeur de l'entreprise publique Sodécoton, s'apprête à passer sa 2e nuit dans une cellule du secrétariat d'État à la défense de Yaoundé. Ya Mohamed est entendu pour des détournements présumés de fonds publics, un préjudice chiffré à 9 milliards de francs CFA. Yann Mohamed est aussi le président de la Fédération camerounaise de football. Et la présidence algérienne donne enfin des nouvelles de la santé d'Abdelaziz Bouteflika et revient sur sa version initiale. On apprend qu'Abdelaziz Bouteflika a eu un accident vasculaire cérébral le 27 avril dernier et non un mini AVC. Il reçoit une assistance thérapeutique pendant sa convalescence aux Invalides. Le président algérien a reçu aujourd'hui la visite de son Premier ministre et du chef de l'armée algérienne. Autre titre de l'actualité africaine, la fin de la ruée vers l'or pour de nombreux étrangers venus chercher fortune au Ghana. En 2 semaines, plus de 200 personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, de Russie et surtout de Chine ont été arrêtées pour travail illégal. Les autorités ont décidé de mettre un coup d'arrêt à une situation qui dure depuis plusieurs années et ulcère les Ghanéens. Rappelons que le pays est le 2e producteur d'or d'Afrique. Explication, Nicolas Germain. La police ghanéenne a été particulièrement active ces derniers jours. Elle a d'abord arrêté plus de 200 Chinois accusés de travail clandestin dans les mines d'or du pays. Puis elle a fait de même avec une 50aine d'Africains de l'Ouest venus du Niger, du Togo et du Nigeria. Notre tâche, c'est de mettre un terme aux dégradations de notre environnement et de nos réserves en eau. Si au cours de ce processus, nous trouvons que des étrangers sont impliqués dans des activités d'exploitation minière, nous les arrêtons. Pékin a vite réagi et demandé que les travailleurs chinois ne soient pas maltraités. Les forces de sécurité ghanéennes doivent être disciplinées. Nous leur demandons de protéger les ressortissants chinois pour qu'ils ne soient pas volés, pour que leur sécurité et leurs droits soient garantis. La pression s'était accentuée sur le président John Dramani Mahama pour qu'il mette fin au travail clandestin de mineurs étrangers. Le mois dernier, il avait créé une force spécialement dédiée à cette cause, dans un pays qui est le 2e producteur d'or du continent, derrière l'Afrique du Sud.
L'armée nigériane affirme que son offensive contre Boko Haram est un succès. Des centaines de membres de la secte islamiste auraient été arrêtés dans la région de Maïdougouri, leur camp brûlé, ce que dément le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, parlant de propagande. Voilà l'armée nigériane qui communique sur cette offensive menée depuis plusieurs semaines avec ces dernières images. On en vient à présent au barrage de la discorde entre l'Éthiopie et l'Égypte, Sonia. Et la crise est ouverte depuis plus de 2 semaines car Addis Abeba a entamé une déviation sur le Nil Bleu pour construire un immense barrage hydroélectrique baptisé barrage de la Renaissance. Le président égyptien est monté au créneau, affirmant que si une seule goutte du Nil est perdue, le sang sera la seule alternative. Voyons quels sont les enjeux pour les deux pays avec Nicolas Germain. Un discours au ton belliqueux de Mohamed Morsi devant ses partisans. Dans sa ligne de mire, l'Éthiopie. C'est l'eau du Nil qu'on a tous bu. S'il nous manque une seule goutte de cette eau, notre sang la remplacera. On n'appelle pas à la guerre, mais on ne permettra jamais que notre sécurité soit menacée. La foule est galvanisée. En cause, ce chantier sur les eaux d'un affluent du Nil Bleu, en Éthiopie. Addis Abeba construit ce qui se veut être le plus grand barrage d'Afrique, un édifice capable de produire assez d'électricité pour les 85 millions d'Éthiopiens. Nous sommes vraiment en marche vers une Éthiopie prospère. Mais le projet n'est pas du tout du goût de l'Égypte, qui craint des conséquences sur le débit du Nil. Le Caire estime avoir un droit de veto pour l'interdire selon des accords signés en 1929 avec l'ancien colon britannique. La semaine dernière, le président égyptien a réuni les chefs des partis islamistes, une session que les participants croyaient être à huis clos, ne se doutant pas qu'elle était filmée en direct. Sans ménagement, tous ont évoqué différentes options de riposte. Nous pourrions faire appel aux services secrets pour aller détruire tous les barrages nuisibles à notre sécurité. Nous devrions intervenir dans leurs affaires domestiques. En Éthiopie, le gouvernement s'est dit surpris après la diffusion de ces images. Le Premier ministre affirme que le barrage n'aura aucune incidence sur le flux du Nil. Au contraire, le projet, selon lui, est gagnant-gagnant. La construction continue donc comme prévu. Addis Abeba espère pouvoir l'inaugurer en 2016. Et notre invité ce soir est Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur France 24 dans le Journal de l'Afrique. Est-on au bord d'une guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie ? Non, une guerre rhétorique peut-être, mais pas beaucoup plus. On voit déjà au sein du gouvernement égyptien une volonté de négociation, de remettre sur la table un certain nombre d'arguments. Peut-être de ne pas s'en tenir simplement au rapport des experts, du panel d'experts international. Et peut-être d'aller plus loin, d'avoir d'autres assurances. Je crois que c'est peut-être un peu bruyant. C'est certainement très épicé comme diplomatie, mais malgré tout, on n'est pas du tout dans une situation de conflit armé. Roland Marchal, l'Égypte va-t-elle réellement manquer d'eau avec la construction de ce méga barrage ? Alors, la grande différence que souligne beaucoup le régime éthiopien, Addis Abeba, c'est que ce barrage ne sert qu'à la production électrique et pas du tout à l'irrigation. Et donc, la quantité d'eau qui serait éventuellement perdue, surtout par évaporation, est minime, eu égard à ce qui se perd ailleurs. Le problème est à d'autres niveaux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres projets de barrages qui sont déjà en route, en Éthiopie et ailleurs, et puis également le fait que ce qu'on décide un jour, on peut le remettre en question le lendemain. L'Éthiopie peut aussi un jour avoir besoin d'irrigation, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera ? L'Éthiopie est-elle souveraine sur le Nil Bleu, en tout cas sur son territoire ? Est-ce qu'elle aurait eu besoin de l'autorisation du Caire pour construire cet immense barrage ? La coopération régionale est une dimension extrêmement importante dans la gestion d'une ressource comme l'eau et comme le Nil, qui traverse de très nombreux pays. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'effectivement, on peut y aller au rapport de force, militaire en l'occurrence, mais on n'arrivera à rien à moyen terme parce que c'est le développement de la région qui est en cause. Une partie de l'énergie produite aujourd'hui en Éthiopie est vendue au Kenya, sans doute demain au Soudan et peut-être bientôt également à l'Égypte, qui sait.
Est-ce qu'on est en train de basculer dans une situation où les pays de la région ne reconnaîtraient plus les droits historiques de l'Égypte qui datent de l'époque coloniale, de l'époque l'accord sur lequel se fonde l'Égypte est l'accord de 1959, à laquelle seuls l'Égypte et le Soudan étaient associés avec la puissance coloniale, donc le Royaume-Uni. Donc il est évident qu'il faut changer. Le monde a changé et il faut trouver un autre accord et que, évidemment, cet accord doit être fait par consensus. Et là, on est dans un moment difficile, mais je crois qu'il faut savoir raison garder et se souvenir que ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie est simplement une facette d'une transformation beaucoup plus radicale de la carte de la production énergétique dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique, et je dirais même dans l'Afrique de l'Est. Il y a du gaz en quantité extrêmement importante en Tanzanie, au nord Mozambique. Il y a du pétrole en Ouganda, au-delà du Sud-Soudan. Donc, vous voyez, il y a du pétrole au Kenya. Il y a peut-être du pétrole en Somalie. C'est dans ce cadre-là également qu'il faut interpréter, disons, l'impatience éthiopienne et derrière ça, les réticences égyptiennes. Et il y a cette guerre de l'eau. À l'heure actuelle, l'Égypte, qui pratique l'agriculture intensive, utilise-t-elle au mieux les eaux du Nil ? Je crois que le débat qu'ont les écologistes partout dans le monde sur un meilleur usage plus rationnel et plus sustainable, comme on dit en mauvais français, des ressources naturelles est posé également dans le cas égyptien. Mais on pourrait également, et je crois que c'est une inquiétude légitime, revenir sur les risques écologiques que pose la construction de ces barrages imposants, et notamment de celui qui est l'objet du conflit aujourd'hui, pour la population éthiopienne elle-même, qui paye d'abord très cher économiquement parce qu'elle est censée faire des donations, mais également en termes écologiques, on a très peur qu'il y ait des conséquences qui soient, disons, très peu calculées à l'heure actuelle ou très minimisées à l'heure actuelle. Et on voit, disons, la Chine est un bon exemple de ça, que très souvent on a péché par optimisme au moment de ces grands projets, qu'après ce sont les populations locales qui payent. Merci Roland Marchal pour cet éclairage ce soir donc sur ce barrage de la discorde entre l'Éthiopie et l'Égypte. Mais merci Sonia pour ce journal de l'Afrique. On vous retrouve plus tard et évidemment on vous retrouvera d'abord dans Paris Direct et puis on retrouvera également demain, même heure, pour un nouveau journal de l'Afrique également. On part tout de suite à Istanbul, revoir donc ces images de la place Taksim où ont été délogés ce soir la plupart des manifestants. Vous voyez les affrontements qui continuent parce que le gouverneur d'Istanbul lui-même se dit déterminé à poursuivre ces opérations de police jour et nuit jusqu'à la fin de l'occupation de la place Taksim. Il s'est passé beaucoup de choses dans la journée, on va y revenir dans un instant, ce sera en compagnie d'Aude Le Christ. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée dans Paris Direct. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, un ton original,
un autre point de vue. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Un ton original, un autre point de vue sur le monde. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé.